Ce matin. Ce webinaire est enregistré. Merci Maëlys. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire ESS et marché public. On est ravis de vous accueillir. On a déjà vu certains d'entre vous ce matin parce qu'on a fait un webinaire ESS et marché public à destination des structures de l'économie sociale et solidaire. Cet après-midi, c'est plutôt à destination des acheteurs publics, principalement collectivités, mais globalement ouvert à toute structure soumise aux procédures et au code de la commande publique. Donc, on est 3 structures co-organisatrices de ce cycle de webinaire. Donc, celle que je représente, 3AR, qui est le réseau régional des achats publics responsables en Nouvelle-Aquitaine. Je vais vous laisser vous présenter, Guillaume. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Guillaume Guéguen d'INAE, qui est l'inter-réseau régional des structures d'insertion par activité économique. Ensuite, on a Maëlys et on a la CRES qui est en force. Alors, je vous laisse tous vous présenter. Ewen, l'Intenf, bonjour à toutes et tous. Chef de projet développement économique à la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Bonjour, Maëlys Bargache, chargée de mission sur les achats socialement et écologiquement responsables à la CRES Nouvelle-Aquitaine, donc collègue de Ewen. Moustapha, si tu veux. Moustapha Louajidi, je suis directeur adjoint des achats et de la commande publique pour la ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole et le CCAS. Et en intervenante du jour, on a Flora Vigreux aussi, de la direction des affaires juridiques, qui a éteint sa caméra et qui intervient d'ici une dizaine de minutes pour nous présenter le guide sur les aspects sociaux dans la commande publique, donc la version 2022 là, qui vient d'être publiée. Donc, on fait partie des premiers réseaux à bénéficier de cette présentation détaillée du guide. Et on est content d'intégrer dans le cadre d'un temps dédié aux achats et à l'économie sociale et solidaire. Un petit focus sera sur ce sujet spécifique de l'ouverture des marchés publics aux structures de l'ESS. Ces actions webinaires, elles s'inscrivent plus globalement dans un projet coporté CRES INAE 3AR autour de plein d'actions. Donc, on a 7 ans de sensibilisation, d'information et de mise en relation, puisque à la suite de ces webinaires, on organise des ESS Presso, des temps de sourcing acheteurs-fournisseurs, et on communique là beaucoup sur celui qui aura lieu à Bière, sous la présence de Christelle. Bière, c'est dans le 64, à côté de Pau. Et donc, ce sera coordonné côté CRES par Christelle qui est ici présente. Et plus globalement, et donc, alors là, du coup, il y a un support, on va peut-être présenter l'offre du consortium. Je crois qu'on voulait peut-être d'abord rebrasser l'économie sociale et solidaire, de quoi on parle. Et puis après, on abordera effectivement la présentation du guide sur les aspects sociaux. On vous présentera toutes les actions qu'on mène ensemble avec le consortium. Mais en fait, c'est au début, pardon, excusez-moi. J'ai un petit bug là par rapport. J'ai inversé avec ce matin. Et puis le témoignage à 2 voix, donc entre Guillaume de INAE et Moustapha Louajidi, Bordeaux Métropole, pour parler d'une action qui a été menée conjointement pour accompagner la réponse en groupement d'opérateurs IAE, insertion par l'activité économique au marché public. Je vais vous donner la parole. Je donne la parole aux professionnels de l'économie sociale et solidaire. Ewen, à toi. Oui, merci Anne. Alors du coup, pour rebalayer un peu le champ et savoir de quoi on parle, d'où on part quand on évoque l'ESS, ces 3 lettres, jusqu'à 2014, chacun pouvait y aller de sa propre définition de ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Il se trouve qu'on a une loi qui est venue cadrer un peu les secteurs de l'ESS, en tout cas en 2014, la loi Hamon, la loi relative à l'économie sociale et solidaire, et qui, elle, va définir, qui va rappeler que l'ESS se définit non pas par les champs d'action sur lesquels on intervient, mais plutôt comment on intervient, en rappelant que l'économie sociale et solidaire est avant tout un mode d'entreprendre et qui va donc être défini par la catégorie, le statut juridique de l'entreprise.
Donc, effectivement, au-delà des grands principes qui sont ceux que vous retrouvez à gauche sur les principes qui vont être communs à ces structures, donc on va retrouver l'intérêt général, en tout cas, ou collectif, le fait d'avoir une gouvernance partagée, démocratique et transparente, de rechercher au maximum une lucrativité qui soit limitée, qui ne soit pas prépondérante dans les activités et dans le modèle économique. On retrouve également comme point commun fort l'ancrage territorial, hein, notamment pour les coopératives, et puis le principe de libre adhésion. Donc derrière ces grands principes généraux, on va retrouver effectivement ces familles qui sont à droite, qui sont celles qui aujourd'hui relèvent de l'économie sociale et solidaire de par le cadre législatif, donc les associations loi 1901, les coopératives, l'ensemble du spectre des coopératives qui est très large, hein, puisqu'on peut avoir des coopératives de consommateurs, des coopératives de producteurs, des coopératives d'acheteurs, des coopératives de consommateurs, que sais-je. Il y a également les SCOP, les SIC, peut-être que vous entendez plus récemment, plus régulièrement plutôt dans vos domaines d'activité quotidiens. Les mutuelles également font partie de ce champ-là, les fondations. Et puis plus récemment, en 2014, on a un nouveau statut qui a apparu, ce sont les sociétés commerciales de l'ESS, donc qui s'engagent elles aussi à respecter un certain nombre de principes de l'ESS et à les apposer dans leur statut. Je ne m'attarde pas sur les PTCE, donc qui sont dans les catégories juridiques. C'est pas un statut juridique à proprement parler, c'est un statut, ça n'est pas un statut en fait, hein, c'est un format qui est également cadré dans la loi ESS et qui rassemble différents acteurs économiques, donc de l'ESS, des acteurs privés, mais également des acteurs publics et ou organismes de formation qui vont se regrouper sur un territoire pour développer des projets en commun. Alors, j'évoquais le fait qu'on ne parle pas d'un domaine d'activité quand on parle d'économie sociale et solidaire. Alors, j'aime bien le petit iceberg, il est assez parlant pour montrer un peu la diversité des champs et non pas simplement ce qui émerge à la surface. On associe souvent hein, au social ou au domaine de l'aide à la personne ou des choses qui sont un peu récurrentes et qui sont une réalité, mais qui ne sont pas la réalité dans son ensemble. Donc, on va retrouver tous ces champs-là hein, de manière élargie. Et puis, effectivement, on est sur une économie qui apparaît dans tous les secteurs d'activité de la vie quotidienne, de l'action sociale, effectivement, qui est émergée là, mais sur les volets enseignement, sur le sport, les loisirs, la culture, banque et assurance, que sais-je encore. On est vraiment une économie du quotidien. En termes de volume et de chiffres, pour vous donner un ordre de grandeur, alors c'est au niveau national, environ 10% du total des salariés, avec plus de 2 millions de salariés recensés par les établissements employeurs de l'ESS. Et au niveau néo-aquitain, sur le slide qui suit, on voit qu'on a quand même une part un peu supérieure à la moyenne nationale, avec environ 13% de l'emploi public et privé. Au niveau de la région, plus de 22 000 établissements, 223 000 salariés. Voilà, avec aussi le volume en masse salariale brute que ça représente. Donc, on est quand même sur un pan significatif de l'économie. Pour vous resituer hein, au niveau des acteurs ici présents, donc nous, la CRES, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, comme notre nom ne l'indique pas, on n'est pas une consulaire, on est une association loi 1901, dont les missions nous sont confiées par la loi 2014, hein, que je viens d'évoquer, avec un certain nombre, avec 3 grandes missions. Hein, en bas à gauche, là, vous avez les 4 aspects fondamentaux de la représentation politique, c'est-à-dire représenter les intérêts des acteurs et faciliter leur implication, leur intégration dans la construction des politiques publiques, notamment. On a un volet qui est assez fort d'appui à la création et au développement des entreprises de l'ESS. Donc, dans ce cadre-là, on va développer un certain nombre d'outils que vous avez sur votre droite en bas, là, de l'animation territoriale. Par exemple, a évoqué Anne tout à l'heure les espressos, qui sont des rencontres, hein, des rendez-vous d'affaires en B2B, comme on dit parfois dans l'économie conventionnelle. On a les RICLES, qui sont des rendez-vous d'infos pour les porteurs de projets, pour pouvoir un peu les orienter, les guider dans leur démarche. Et puis, on a tout un volet aussi diagnostic et autres outils d'animation territoriale. Et de manière plus large, on a aussi une mission de promotion de l'ESS à travers différentes entrées. On est pilote du Forum national de l'ESS à Niort tous les 2 ans.
On a aussi, dans ce cadre-là, une salariée qui est dédiée à l'éducation à l'ESS et qui intervient auprès de tout public, des plus jeunes, passant par l'éducation nationale, par exemple, mais jusqu'aux décideurs, aux élus également, en créant des outils à destination, des kits pédagogiques parfois aussi à destination de ces acteurs-là. Et de manière transversale, on héberge un observatoire régional de l'économie sociale et solidaire, donc qui lui est basé sur le site de Poitiers et qui permet de produire de la donnée, des publications qui soient sectorielles ou territoriales à destination de tout acteur, collectivité, privé et en tout cas grand public pour pouvoir donner à voir les dynamiques de l'ESS sur les territoires. En termes d'organisation, alors la structure représente aujourd'hui 270 adhérents qui sont des émanations de tous les statuts juridiques que je vous ai mentionnés tout à l'heure, puisqu'on est constitué en collèges, les collèges, associations, coopératives, mutuelles, fondations, etc. Donc 260 adhérents de toute la région et 43 administrateurs qui sont également répartis sur tout le territoire. Alors, en termes d'implantation territoriale, on a 3 sites qui représentent les 3 anciennes régions, donc Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine, donc Bordeaux, Limoges et Poitiers. Et plus largement, on fait partie du réseau national des CRES, puisqu'il y a une CRES dans chaque région, qu'elle soit métropolitaine ou ultramarine. Voilà, je vais peut-être proposer à Anne, si tu veux rebalayer 3 AR. Merci Ewen. Alors, les participants nous connaissent plutôt bien. Donc, on est donc l'association régionale pour des achats publics responsables. On a une action d'information, sensibilisation, appui à la montée en compétences des acheteurs publics de notre territoire, des actions tournées vers nos adhérents et plus largement vers toutes les structures soumises au Code de la commande publique. Avec une grosse actualité, depuis hier, on a lancé, dans le cadre du plan national pour des achats durables, sur lequel je pense Flora reviendra tout à l'heure, un dispositif guichet vert qui propose un conseil environnemental du niveau 1 à toute personne, donc toute personne engagée pour un achat et qui cherche à avoir un appui, une aide de niveau 1 sur quelles considérations environnementales mettre dans les marchés publics. Donc, avec vraiment l'objectif d'atteindre les objectifs de ce plan à hauteur de 100% de considérations environnementales dans les marchés publics d'ici 2025 pour anticiper les objectifs de la loi climat en 2026. Donc voilà, ça c'est pour notre petite actu, l'actu guichet vert. Vous trouverez les informations notamment sur notre site 3ar-na.fr. Voilà pour la présentation du réseau. On a pour singularité dans notre organisation de travailler en lien direct avec ceux qui font l'offre responsable, les réseaux de l'offre responsable. Donc la CRES est membre associé du réseau 3AR et INAE aussi. Du coup, je te laisse la parole, Guillaume, pour présenter donc le réseau INAE en 2 minutes. En 2 minutes chrono, ça marche. Rebonjour à toutes et à tous. J'espère que vous entendez bien puisqu'on ne voit pas grand monde là en caméra, donc n'hésitez pas à nous le dire s'il y a le moindre souci dans le fil de discussion. Donc INAE, je le disais tout à l'heure, c'est l'interréseau régional des structures d'insertion. Merci Marie. Pardon, bah non, du coup, manqué. Interréseau régional des structures d'insertion par activité économique. Donc en fait, on fédère les 7 réseaux nationaux de l'IAE sur le territoire régional. Donc, on est on peut dire une famille de la grande famille ESS avec la particularité que si les structures d'insertion par activité économique développent une activité économique, leur premier métier est d'abord d'accompagner des personnes éloignées de l'emploi au travers d'un contrat classique. Et dans le cadre d'un parcours d'un maximum de 2 ans, afin de lever les freins à l'emploi et de les accompagner d'un point de vue social et professionnel vers de l'emploi durable. Donc ça reste le cœur de la matrice d'une SIAE. Et ensuite, d'un point de vue activité économique, très souvent, elle travaille soit sur des métiers qui nécessitent en fait une approche plutôt sectorielle pour répondre à des besoins, notamment des besoins de main-d'œuvre, très classiquement dans le bâtiment, etc., pour répondre aux besoins des entreprises et des professionnels. Et de plus en plus, elles se tournent également vers des activités qui répondent
à des enjeux de territoire pour répondre à des besoins non ou mal satisfaits d'un point de vue économique sur ces territoires-là. Donc INAE, on fédère aujourd'hui 460 structures d'insertion sur le territoire régional, avec pour principale mission la promotion évidemment du secteur et sa représentation auprès des partenaires publics, ainsi qu'une mission d'observation du secteur de l'IAE. Et ensuite, on a 2 grandes missions. La première est d'accompagner à la professionnalisation des acteurs de l'IAE sur leur champ de métier principal, hein, donc comme je le disais tout à l'heure, l'accompagnement socio-professionnel et l'encadrement des personnes éloignées de l'emploi. Et ensuite, un deuxième pan qui tourne autour plutôt du développement économique, surtout le long de la vie d'une SIAE, c'est-à-dire de son idéation par un porteur de projet et ensuite la suite de son développement. Et donc, au travers de ce développement économique, moi, j'interviens plutôt sur les sujets de promotion de développement des achats socialement responsables, avec là aussi plutôt 2 volets. D'une part, accompagner les structures d'insertion à monter en compétence sur la question de la commande publique. Donc, au travers, par exemple, de temps qu'on a fait comme ce matin de sensibilisation, donner des outils aux structures pour valoriser leur offre et mieux se positionner auprès des collectivités et donneurs d'ordre public. Et également le second pan, qui est plutôt celui qu'on fait cet après-midi, de pouvoir sensibiliser, promouvoir les achats socialement et écologiquement responsables auprès des donneurs d'ordre publics et en pouvant accompagner ces donneurs d'ordre, donc que ce soit au travers de l'offre qu'on va vous présenter tout à l'heure par Maëlys, je pense, et Ewen, qui est aujourd'hui une offre en consortium avec la CRES et 3R au regard des enjeux et puis de notre volonté commune de monter en puissance sur le sujet et également sur les sujets IAE, de pouvoir accompagner dans le cadre des achats des responsables et la mise en œuvre de la stratégie des collectivités. Voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près en 2 minutes. Merci beaucoup. Après, s'il y a des questions, on vous Tout à fait. contacte aussi. Et puis, il y aura une illustration très concrète de ce que vous pouvez faire INAE en termes d'appui à la structuration d'une réponse à la commande publique. Merci. Et donc, Maëlys, on te laisse présenter cette offre collective, ce projet de partenariat à nos 3 structures. Oui, comme l'expliquait Guillaume, donc, on est à la CRES INAE 3R copilote de l'offre collective qui existe depuis quelques mois maintenant, qu'on anime auprès de plusieurs collectivités, notamment la région de Nouvelle-Aquitaine, le département de la Gironde, la ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole et Grand Poitiers. Donc, c'est une expérimentation aujourd'hui autour des achats socialement et écologiquement responsables qui est sur 3 volets, qui a plusieurs objectifs. Donc, en premier lieu, donc, accélérer le développement de la commande publique auprès des structures de l'ESS. En deuxième lieu, travailler la lisibilité de l'offre. Donc, c'est vraiment le premier volet sur lequel on est aujourd'hui en 2022. On travaille sur une cartographie des structures de l'ESS. Donc, c'est un outil collaboratif qui va nous permettre un petit peu d'identifier toutes les structures qui existent sur la région par filière. Donc, c'est un nouvel outil avec de la qualification, etc. Donc, ça demande un peu de travail tous les mois aux collectivités et à nous-mêmes pour travailler sur cette qualification. Et ensuite, en troisième volet, accélérer le portage de la commande publique comme levier d'action publique de l'emploi inclusif, durable et non délocalisable. Donc, l'outil dont je vous parlais, c'est Carteco. Donc, vous avez dû en entendre parler dernièrement. C'est un outil collaboratif et éthique dans les valeurs qu'on porte aujourd'hui dans l'ESS. Et l'idée, c'est vraiment de travailler un outil avec un peu plus centré sur filières et sous-critères qui soit un peu facile d'accès pour les acheteurs et pour leur sourcing notamment. Après, il y a 2 autres volets sur l'offre qu'on propose, qui va être l'accompagnement des structures à l'ESS à la réponse à la commande publique, avec plusieurs outils. Et ensuite, le troisième, ça va être plus l'accompagnement des collectivités à travailler avec ces structures-là, notamment avec des groupements d'entreprises. On en parlera avec un peu plus de précision tout à l'heure. Je te laisse, Ewen, compléter si besoin. Non, c'est très clair. Hein. C'est de rappeler effectivement que notre actualité, elle est beaucoup sur le volet référencement, qu'on a un historique puisque Carteco, il est né il y a 1 an et demi pour travailler et identifier les structures de l'ESS qui œuvrent à l'économie circulaire sur les territoires. Donc l'économie circulaire, ça peut être à cheval sur plusieurs filières.
Aujourd'hui, l'actualité, c'est dès la semaine prochaine, on va retrouver une nouvelle filière qui est agriculture et alimentation durable qui sera référençable pour les acteurs. Et l'objet, c'est qu'on puisse effectivement étendre depuis cet outil les fonctions d'identification au champ de la commande, en tout cas de vous, acheteurs, et de vos préoccupations, pour que vous puissiez faciliter vos sourcings. Donc, c'est un outil effectivement qui permettra de croiser les données de plusieurs sources et qui, étant un outil national, permet aussi d'avoir une visibilité et de gagner en confiance collectivement, puisqu'on avance avec plusieurs régions qui expérimentent aussi, je pense à l'Occitanie par exemple, ce volet à partir de cet outil, la fonction achat depuis Carteco. Donc on est sur vraiment une dynamique collective. Et merci à tous deux pour cette présentation, donc avec effectivement cette première, ce gros travail de référencement qualitatif de l'offre existante donc sur deux familles d'achat pour commencer. J'ai mis dans le fil de discussion qui a déjà entendu parler de Carteco. Alors, il n'y a pas eu de réponse. Alors, peut-être vous n'avez pas vu mon message ou peut-être vous n'osez pas le dire. Mais en tout cas, n'hésitez pas à compléter sur le fil pour vous dire quel est votre niveau de connaissance de l'outil. Flora, je vais te... Ah, attends, merci Marie. Flora, je vais te donner la parole pour présenter le nouveau guide, nouvelle version du guide sur les aspects sociaux dans la commande publique. Donc, présenter la direction des affaires juridiques, je pense qu'on vous connaît plutôt bien. Et puis ce guide et comment il est fait. Et puis peut-être un petit focus sur notre sujet économie sociale et solidaire. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. C'est effectivement pour moi encore un plaisir de me retrouver à Bordeaux à distance. Mais et à Limoges et à Poitiers, partout en Nouvelle-Aquitaine, on était venus effectivement en 2019 sur le guide achat innovant, je me souviens. Je me souviens plus si on est revenu après. On est reparti à Bordeaux en juin. Aussi, il y avait un événement avec la Commission européenne sur les thématiques aussi. Voilà, donc nous, on travaille beaucoup avec avec toute l'Aquitaine au sens large, parce qu'effectivement, il y a des retours pratiques terrain qui sont toujours très riches. Et j'ai encore en mémoire des exemples de 2019 sur l'hospitalier qui avait été présenté. Donc, pour nous, c'est vraiment très, très important, puisqu'à l'adage, en fait, notre service s'occupe justement de façon assez transverse des aspects pratiques de la commande publique. C'est pour ça qu'on produit des guides, on travaille sur les aspects numériques, sur les aspects accès TPE, PME, sur les aspects prix, qui est un sujet aussi particulièrement d'actualité, sur les aspects développement durable. Donc, j'en profite pour présenter Jeanne Glachan, qui est connectée et qui a rejoint il y a quelques mois l'équipe pour travailler sur les achats responsables. On a aussi une nouvelle personne, Morgane, qui est arrivée il y a quelques semaines. Donc, tout ça fait partie aussi, je vais en parler effectivement, d'une mobilisation nationale à la fois sur les questions de la loi climat et résilience, mais aussi dans le cadre du plan national d'achat durable qu'a évoqué Anne, pour lequel on a une personne dédiée à l'adage. Donc, c'est vraiment une mobilisation complète et voilà, on est ravis d'être là. Alors, ce que je vais vous présenter de façon un peu plus détaillée par rapport à ce qu'on a pu vous présenter. C'est pour ceux qui étaient là hier, puisqu'on a présenté le guide aussi dans le cadre du webinaire sur le PNAD. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est à la fois une extraction d'un PowerPoint qu'on met à disposition sur le site de l'ADAGE, qui vise justement à permettre à tous les acteurs d'avoir une vision globale du cadre juridique, donc porté par l'ADAGE, ce qui fait aussi permet d'avoir une doctrine plus claire et de connaître à la fois les aspects juridiques, les outils, les acteurs, et donc de pouvoir, de façon très transverse, voir les principales obligations et quelques obligations sectorielles qui seront déclinées, effectivement, qui sont déclinées plus précisément dans les outils sur lesquels 3AR extrêmement mobilisé, l'outil d'autodiagnostic sur les achats responsables qu'a évoqué Anne. Donc, on est dans la même démarche et on essaye vraiment tous d'être dans la complémentarité. Évidemment, on est conscient qu'au niveau de la DAJ, ce qu'on présente est très important puisqu'il porte la voix de l'État. Et donc, on est aussi très vigilant à tout ce qu'on met à disposition. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail sur la première partie que vous retrouverez de toute façon dans les slides et également sur le site de l'ADAGE que vous connaissez.
c'est tout ce qui est le cadre général qui est favorable à la performance des achats, puisqu'on aime bien utiliser ce terme qui, pendant longtemps, a été utilisé uniquement sur le levier économique. Et aujourd'hui, la performance est vraiment dans ces 3 piliers. Je vais en parler très rapidement, mais je passerai un petit peu plus de temps sur la partie sociale et économie sociale et solidaire. Donc, sur le cadre effectivement favorable à la performance des achats, vous connaissez évidemment les enjeux des 3 piliers environnement, social et économique. Pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas nouveau. Mais pour nous, c'est important de toujours le rappeler parce que quand de nouveaux acteurs arrivent, ils n'ont pas forcément cette connaissance. Et dans le développement durable, parfois, on a aussi des raccourcis ou des visions, évidemment, en fonction de notre secteur d'activité. Donc, voilà, ces 3 dimensions, c'est un peu le cadre commun à toutes les actions qu'on va mener sur ces sujets. Tu peux passer au slide suivant. Et bien sûr, ça s'inscrit dans une démarche bien sûr nationale, européenne et plus globalement internationale sur notamment des objectifs de développement durable portés par l'ONU avec une visée de 2030. Et donc, c'est intéressant parce que ces exemples qu'on met, bien sûr, on les retrouve dans tout ce qu'on va développer au niveau national et local. Mais parfois, il y a aussi des thématiques qui ne sont pas forcément très développées et pour lesquelles il peut y avoir des travaux à l'avenir. Je pense au sujet d'accessibilité qui n'est pas encore suffisamment traité sur la partie sociale. Et nous, on avait en tête, mais c'était un peu trop tôt. Donc ça, c'est des sujets qui peuvent encore être creusés. La question aussi de la biodiversité, où il y a encore des enjeux en matière de commande publique. Voilà, tous ces sujets-là, en fait, ça permet de prendre un petit peu de hauteur. Et nous, on va rentrer un petit peu plus dans le fond aujourd'hui sur certaines thématiques. Rappel aussi, et ça je sais que le réseau 3AR et moi-même qui étais avant animatrice d'un autre réseau, on y tient beaucoup, c'est que ces obligations de prise en compte du développement durable dont on parle avec la loi climat et résilience ne sont pas nouvelles. Donc on commence un petit peu voilà, maintenant on en parle moins, mais moi j'aime bien le rappeler parce que c'est quelque chose qui existe depuis 2006 et les plus moteurs, dont certains sont effectivement sur votre territoire, n'ont pas attendu la loi climat et résilience pour se saisir des aspects développement durable et d'une obligation de principe qui était bien déjà inscrite dans les textes de la commande publique. Mais au-delà effectivement de l'aspect purement obligatoire, oui, effectivement, tu peux passer au slide suivant. Merci. C'est bien sûr l'opportunité qu'on a tous trouvée à travailler sur ces questions de développement durable dans la commande publique, parce que ça a aussi, au-delà des questions de réponse à des enjeux qu'on rencontre aujourd'hui, voilà, d'urgence, des leviers pour favoriser le dialogue avec les entreprises et donc pour faire progresser en fait l'ensemble des acteurs, y compris les acheteurs qui vont monter en compétences, la transversalité au sein de leur administration, mais aussi les entreprises qui vont aussi grandir grâce à cet échange et à ces exigences qui sont croissantes. Et donc, tous les outils en fait, transverses de la commande publique sont vraiment porteurs en fait, d'innovation sur le développement durable. Et ça, évidemment, quand on a pu le saisir, eh ben, on ne revient plus en arrière. Voilà, ça, c'est quelque chose que vous retrouvez bien sûr en ligne sur le site de l'ADAGE. Et puis, évidemment, on en parlait, le fameux plan national d'achat durable, qui là aussi, en fait, n'est pas totalement nouveau puisqu'il y a eu précédemment des plans sur lesquels étaient particulièrement investis les réseaux régionaux, mais qu'on a travaillé tous ensemble pour être un peu plus proche, je dirais, des principaux objectifs, avec des indicateurs qui puissent être suivis, plus proche de la loi climat et résilience également, des actions resserrées. Parmi ces actions, je pense qu'on mettra à jour les slides, mais il y a effectivement ce qu'a évoqué Anne, l'accompagnement régional, le guichet vert, l'accompagnement aussi social avec le déploiement de facilitateurs. Et donc, il y a eu une présentation hier avec toutes les actions qui sont en train d'être déployées sur les achats responsables de façon à être prêts pour répondre aux obligations de la loi climat et résilience dont l'échéance est août 2026. Donc, vous avez les 2 principaux objectifs qu'on rappelle, qui ont évolué par rapport au précédent plan, qui sont que 100% des contrats d'ici 2025 doivent comporter des considérations environnementales. Donc, le 100%, il est issu du fait que la loi climat et résilience prévoit une obligation en matière d'environnement pour tous les marchés, de conditions d'exécution environnementale et de critères. Et puis, l'autre indicateur pour la partie sociale, qui est passé de 25% dans l'ancien plan à 30%,
pour lui se rapprocher d'un objectif pour 2026 qui est d'avoir tous les contrats en fait, de la commande publique supérieure au seuil européen qui comportent des conditions d'exécution sociale. Donc ça, c'était pour vous expliquer le contexte un peu de pourquoi ces pourcentages. C'est que pour le social, ça ne concerne pas tous les marchés, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se poser la question pour tous les marchés, ainsi que les concessions, où d'ailleurs, on a eu des beaux retours d'expérience de Bordeaux sur justement ce qu'il est possible de faire en matière sociale dans les marchés dans les concessions qui ne sont pas des marchés. Donc voilà, ça c'était un petit panorama du plan national d'achat durable que je vous invite à aller voir et sur lequel je pense que le réseau 3R reviendra très régulièrement. Pour vous dire, nous, au niveau de la DAJ, on a au sein de notre service l'Observatoire économique de la commande publique, qui est également en charge du suivi du recensement et dans lequel, justement, on va suivre, et on le fait déjà, les indicateurs qui servent à suivre le plan national d'achat durable. Et donc, on est en train de travailler sur la nouvelle version des données. On a déjà effectivement le suivi du nombre de contrats comportant des clauses sociales et clauses environnementales. Et là, on travaille à l'horizon 2024 pour prévoir, en plus des clauses, la possibilité de déclarer les critères. Et également, on ne l'a pas noté parce que ça n'avait pas été... ce sera bientôt arbitré, mais je pense que je peux le dire, sans que ça pose de problème. On aura aussi la coche marché réservé. C'était une demande justement de certains acteurs. L'intérêt aussi, c'est qu'en 2024, ces données actuellement, quand les acheteurs les déclarent, elles ne sont pas remontées en open data. Nous, on les digère et puis on les analyse, on les vérifie aussi et on en fait une restitution nationale. Là, ces données remonteront sur le portail d'Open Data national data.gouv, ce qui fait qu'il y aura une véritable transparence sur ces sujets. Donc ça va être aussi intéressant d'avoir une visibilité de ce que font les acheteurs sur ces sujets-là. Donc à l'horizon 2024, grâce à la fusion du dispositif actuel de recensement et la fusion du dispositif de données essentielles. Donc on verra où on en est pour les marchés attribués, mais bien sûr, l'enjeu, ce n'est pas simplement de savoir combien il y a de clauses, parce que ça ne veut pas forcément dire beaucoup au niveau qualité, ça reste un objectif important. Donc l'objectif aussi, une des actions du plan, c'est d'aller élaborer des indicateurs plus qualitatifs pour mesurer véritablement l'impact social et environnemental. Et là, donc, des groupes de travail démarreront dans les prochaines semaines. On est en train d'y travailler. Chez nous, c'est une personne dédiée, Morgane, qui va lancer ses travaux avec l'écologie et avec le ministère du Travail pour aller plus finement dans ces indicateurs. Et bien sûr, on s'inspirera aussi des retours terrain sur ces sujets-là, de ce qui va se faire aussi sur les indicateurs, sur les spazeurs. Donc voilà, tout ça est en train de se mettre en place, sachant qu'il faut tenir compte d'un écosystème où il y a aussi d'autres dispositifs de données liés au développement durable dans les achats qui se développent. Donc, il y a aussi un écosystème à organiser. Il y a les fameux articles 58 de la loi anti-gaspillage, pour lequel un bilan doit être fait d'ici la fin 2022. Il y a également la part concernant tous les produits de restauration de qualité, dont 20% de bio sur ma cantine. Donc, on a aussi un écosystème qui nous appelle à un point de vigilance en matière de développement d'indicateurs, parce que derrière, il y a des personnes qui saisissent, qui n'ont pas que ça dans leur travail quotidien. Et on est bien conscient qu'ils font concilier ce besoin de suivi et en même temps le besoin d'être au quotidien dans l'opérationnel. Voilà pour la partie globale indicateur de suivi. Comment ça se passe ensuite, effectivement, opérationnellement? Donc là, c'est pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on a mis sur le site d'AJ, mais vous connaissez déjà ces questions de cycle de vie. Bien sûr, on recommande de s'appuyer sur un plan d'action, un spazer si on y est soumis, si on n'est pas soumis, si on peut un spazer, c'est bien, ou tout autre plan d'action, parce qu'il y a d'autres possibilités. Il y en a qui, historiquement, ont mis en place déjà depuis longtemps des agendas 21. Donc, il y a beaucoup de possibilités, mais le spazer, évidemment, est l'outil dédié à l'achat public.
Et on sait que sur votre territoire, on en a des très intéressants, dont on parle dans le guide aspects sociaux d'ailleurs, qui vont sur des sujets assez nouveaux comme l'égalité femmes-hommes qu'on traite dans le guide. Donc, c'est aussi un vrai levier, le Spaser, pour promouvoir les politiques publiques de l'entité en question. Et puis également, pour la partie processus. J'en profite, oui, Flora. Ouais, vas-y. J'en profite pour faire un petit peu la publicité sur les actions Spaser, parce que tout le monde est là hier. Il y a un dispositif d'accompagnement, il y a un dispositif, un booster national, donc des webinaires pour informer un peu Spaser de quoi on parle. Et puis nous, en région, on monte un AMI Spaser, donc un accompagnement territorialisé. On a une vocation, une volonté d'accompagner toutes les structures qui sont soumises au Spaser en région. Donc, si vous faites partie de ces structures, faites-nous signe. Voilà. Merci bien raison pour cette petite coupure. Oui, tu as bien fait parce que je pense qu'il faut qu'on mette à jour ce slide justement pour tenir compte des nouvelles actions, pour que les personnes qui vont aller sur le site puissent voir justement que si elles veulent être accompagnées, elles peuvent l'être. Donc ça, c'est un point effectivement important. Et d'autant plus que maintenant, on peut en parler de façon beaucoup plus publique. Et voilà, donc ça, c'est tout à fait la bonne temporalité. On parle moins de ce qui se passe en matière de concession, mais je pense que c'est un sujet dont on pourra parler aussi dans le cadre du PNAD, où il y a aussi des exigences renforcées en matière d'achat responsable dans le rapport qui doit être fait par le concessionnaire, qui est pour moi un petit peu le complément du Spaser sur la partie marché public. Donc là aussi, il y a des choses intéressantes et des bonnes pratiques à faire remonter. Donc après, évidemment, une fois qu'on a mis en place ce plan d'action, qui est aussi, surtout pour nous, l'intérêt, c'est de pouvoir travailler, identifier les acteurs, donc les acteurs notamment de l'ESS et l'ensemble des autres acteurs pour travailler en transversalité en amont sur la gestion prévisionnelle, sur les besoins prévisionnels en matière d'achat. Ensuite, évidemment, on décline les outils juridiques. Donc ça, pareil, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Simplement, tu peux passer au slide suivant. Quel que soit le stade en fait, qui va être utilisé pour introduire de l'achat responsable, on aura toujours de toute façon les mêmes principes, qu'on soit dans l'objet du marché, dans les conditions d'exécution ou dans d'autres stades. On doit toujours avoir en tête les mêmes principes. Je peux passer au slide suivant, qui sont le lien avec l'objet du marché. Donc, c'est un peu vraiment la ligne à suivre. Et donc, on donne évidemment des exemples dans le guide aspects sociaux. Et en fait, souvent, on dit « Ah oui, c'est limité, on ne peut pas faire de la politique globale ». C'est vrai, on ne peut pas traiter de la politique globale d'une entreprise, mais en fait, on oublie que ce lien avec l'objet du marché, il est quand même assez large parce que l'objet du marché, il s'apprécie sur l'ensemble du cycle de vie. Donc, je le redis régulièrement, ce n'est pas que pour l'environnement, le cycle de vie, hein, c'est aussi pour les questions sociales. Donc, on peut très bien imaginer de pouvoir intervenir sur certaines phases du cycle de vie d'un produit ou d'une solution d'ailleurs, hein, ce n'est pas forcément qu'un produit, pour pouvoir justement travailler sur les questions sociales. Donc ça, vraiment, c'est un point à avoir en tête, même s'il faut le faire de manière proportionnée, ça donne quand même une certaine souplesse hein, sur ce lien avec l'objet du marché. Et puis également, le fait de ne pas discriminer, qui est aussi un point important, quelles que soient les actions qu'on mène. Et ça, c'est pareil, sur toutes les thématiques sociales, on le rappelle et on donne évidemment des recommandations sur comment interpréter ce principe de non-discrimination. Tu peux passer au slide suivant. Alors voilà, on va rentrer un petit peu justement sur ces dimensions, ces trois dimensions. La première dimension qu'on traite, qu'on retrouve aussi à la fois dans le guide qu'on avait produit sur l'accès des TPE, PME à la commande publique et qu'on reprend dans le guide aspects sociaux, de façon justement un peu plus déclinée sur l'économie sociale et solidaire, c'est que quand on veut faire du développement durable dans un contrat, avant de se dire je vais mettre des clauses, je vais en rajouter, je vais être exigeant, c'est de se remettre en question sur son contrat, sur la lisibilité de son contrat, son accessibilité, pour les acteurs et notamment les plus petits. C'est un peu dommage en fait de perdre toute l'énergie qui a été mise pour mettre des clauses qualitatives si derrière on a un cahier des charges qu'on ne trouve pas facilement sur Internet,
qui est extrêmement lourd avec des choses inutiles, voire contradictoires, des exigences qui sont un peu disproportionnées en matière de pièces pour la candidature, des critères aussi où du coup on va surpondérer des critères prix. Tout ça, en fait, c'est un travail de cohérence et c'est bien d'avoir cette approche de remettre à plat ces documents de consultation, ces modèles, pour pouvoir avoir une approche globale avant de se lancer dans des démarches plus approfondies sur des clauses. Voilà. Donc ça, c'est un peu aussi mon dada, je le répète partout. C'est important parce qu'on ne fait pas que rajouter des clauses ou des modèles de clauses qu'on va chercher dans des exemples de cahier des charges. On a vraiment une démarche globale. Donc voilà pour la partie vraiment économie sur laquelle on souhaitait insister. Sur la partie environnementale, on met aussi l'accent sur les nouveaux cahiers des clauses administratives générales qui sont disponibles depuis avril 2021 et qui ont créé des nouvelles clauses environnementales notamment, qui permettent justement d'aller piocher aussi des idées de ce que peut être un questionnement sur les questions environnementales. Mais là aussi, vous avez des acteurs, vous avez 3R pour vous accompagner là-dessus. Il ne s'agit pas non plus de copier-coller des clauses, mais bien sûr de les adapter. Bon, ça, c'est aussi du bon sens. Simplement, tu peux passer à la slide suivante. Ce qui est intéressant pour nous dans CCCAG, c'est qu'il y a eu quand même un renforcement aussi de toute la partie économie circulaire. Donc, bien sûr, ces clauses, on recommande de ne pas les laisser seules, mais de les réappuyer par des clauses particulières dans les cahiers des clauses techniques particulières ou les cahiers des clauses administratives générales. On recommande d'aller un petit peu plus loin parce qu'effectivement, elles peuvent être interprétées assez souplement, mais elles sont quand même un levier sur lequel les prestataires retenus ne peuvent pas trop non plus déroger en disant c'est des obligations molles. Il y a quand même certains engagements. Voilà pour la partie environnementale, un petit focus sur la loi climat. Donc j'ai donné quelques éléments importants qui justement a été véritablement le levier reprenant la Convention citoyenne climat sur certains aspects pour justement aller un petit peu plus loin parce que cette obligation que j'ai présentée tout à l'heure générale de développement durable datant de 2006, elle n'était pas suffisamment exploitée. Le Conseil économique et social d'ailleurs a fait un rapport en 2018 à ce sujet. Donc là, on a vraiment un renforcement des obligations et aussi une mise en cohérence puisque un décret d'ailleurs l'a précisé en mai, on ne pourra plus utiliser le critère unique du prix. Voilà pour la partie environnementale. Pour la partie sociale, évidemment, je l'ai dit également, on a une obligation en matière de conditions d'exécution, mais avec un ensemble de dérogations qui sont présentées sur le site de l'ADAGE, dans la partie plus détaillée de cette présentation, et également dans le guide aspects sociaux. Et voilà, pour la partie globale, loi climat, la loi Egalim, on n'y revient pas trop. Vous avez eu, je crois, des belles formations aussi en Nouvelle-Aquitaine sur le sujet. Elle est bien connue et il y a beaucoup d'acteurs qui sont mobilisés. Donc voilà, vous pourrez la retrouver aussi si vous avez besoin sur le site de l'ADAGE. Nous, ce qui est important, c'est de montrer justement la transversalité des sujets et l'économie sociale et solidaire en illustration. Oui. Ouais. Tout va bien. Merci. Je continue. Ah, je veux bien, merci. Moi aussi, je vais continuer. Donc, l'économie circulaire, c'est un sujet qui est transverse à la fois aux questions sociales pour nous et environnementales. Et donc, on a toujours des belles expériences qui sont remontées, qu'on reprend dans le guide aspects sociaux, pour montrer justement que ces sujets-là peuvent permettre d'être un levier. Et on le met aussi dans la notice qui a été faite sur le décret relatif à la loi anti-gaspillage, à l'article 58 de la loi anti-gaspillage, en expliquant qu'on peut vraiment utiliser différents leviers. Oui, tu peux passer. Qui sont, voilà. Donc, vous avez d'ailleurs des exemples qu'on vous reprend, qu'on a mis dans le guide, où on a des exemples de marchés qui sont à la fois des marchés sur la partie économie circulaire purement environnementale et qui sont aussi des leviers pour faire travailler des acteurs de l'économie sociale et solidaire au sens large. Donc voilà, ces sujets-là, c'est un sujet pour nous qui est très porteur d'innovation aussi
et qui croisent, un peu comme les questions aussi de restauration collective, qui croisent vraiment une diversité d'enjeux et qui répond à différents besoins sociétaux. Tu peux passer au slide suivant. Alors, on a mis quelques exemples, mais encore une fois, vous pourrez trouver plus de détails sur les obligations sectorielles dans l'outil d'autodiagnostic que propose justement 3AR. Mais on vous a donné quelques illustrations sur les familles d'achat justement à fort impact climatique, telles que les véhicules ou le bâtiment. Puisqu'en fait, bon, ce n'est pas l'objet de la présentation, mais bon, j'ai travaillé pendant un certain temps avec des acteurs aquitains, notamment l'ADEME Aquitaine, sur le guide commande publique et climat. Et une des choses qui ressort, c'est l'important de pouvoir prioriser ces actions. Et c'est vrai aussi en matière sociale, parce qu'on n'a pas forcément la capacité, les moyens de travailler sur tous ces achats. Et là, c'est intéressant sur les questions climatiques de pouvoir justement identifier là où il y a le plus d'impact. Par exemple, je me souviens pour avoir travaillé avec le département justement 33, qu'on avait des belles expériences sur les routes aussi, qui sont fortement émettrices et pour lequel il y a un impact fort en termes de compétences pour les départements. Donc, voilà, c'est aussi intéressant de pouvoir choisir en fonction de ces impacts environnementaux et sociaux, là où on va avoir le plus d'impact pour ne pas s'éparpiller, pour être le plus efficace possible. Tu peux passer au slide suivant. Voilà, maintenant on va se concentrer sur l'objet vraiment de la présentation, sur les considérations sociales. Certes, il y a une urgence climatique, mais il y a aussi un sujet aussi social et de précarité avec l'inflation qui a toujours été présent dans la question des considérations sociales, mais forcément de manière un peu particulière en ce moment. Et ce qui est important, c'est qu'au moment de la crise sanitaire, on a vu certains acteurs suspendre en fait des clauses sociales, voilà, parce que des acteurs leur demandaient, sans forcément faire une expertise cas par cas, parfois décider sur l'ensemble de leur marché qui n'allait pas faire appliquer les clauses sociales. Et donc, on a à l'époque travaillé avec le ministère du Travail, avec la direction des achats de l'État, avec Alliance Ville Emploi, pour essayer de fixer justement des principes qu'on retrouve dans les clauses CCAG, qu'on réexplique dans le guide, pour dire attention, surtout en cas de crise, c'est le moment où justement on a encore plus besoin d'être solidaire, et donc il est important de ne pas se précipiter pour suspendre des clauses dont l'impact peut être vraiment dommageable. Donc ça, c'est très, très important dans ce contexte de bien avoir cette dimension sociale dans ce qui va aussi se faire prochainement en matière d'exigence environnementale, de façon à ce qu'on ait évidemment personne exclue de toutes ces évolutions nécessaires. Alors, ce guide, il part en fait effectivement d'un travail qui a été mené depuis un certain temps, depuis 2007, par des acteurs locaux et nationaux et associatifs qui se sont réunis dans ce qu'on appelait à l'époque l'Observatoire économique de l'achat public, qui est devenu l'Observatoire économique de la commande publique. Et donc, depuis 2007, un travail sur l'insertion des personnes éloignées de l'emploi dans différents guides qui se sont enrichis au fil de l'eau. Et la dernière version date de 2018. Et on s'est dit en 2018 que ce guide était vraiment important parce qu'il reposait sur un consensus des acteurs. Il a d'ailleurs fortement inspiré les clauses des CCAG. Mais surtout, il fallait aussi montrer aux acheteurs et à l'ensemble des acteurs que l'aspect social, ça n'était pas que l'insertion. Donc, ça fait écho à ce qui a été évoqué tout à l'heure sur l'économie sociale et solidaire. Il fallait montrer le social dans différentes dimensions, qui d'ailleurs n'est pas limitatif. Comme je l'ai dit tout à l'heure sur ce qu'on a pu voir sur les objectifs de l'ONU, on a d'autres leviers sociaux qui pourraient être encore développés. Là, on a voulu dans ce guide aller plus loin, et en même temps, donc tout le défi, c'était d'enrichir le guide et en même temps qu'il soit plus lisible et accessible. Donc, vous avez un guide qui paraît un peu plus dense. Voilà, je vous le montre. Donc, ce n'est pas la peine de l'imprimer nécessairement si vous n'êtes pas intéressé par tout le guide. Il est téléchargeable fiche par fiche ou en intégralité ou par partie, puisqu'il y a plusieurs parties. Vous avez la petite plaquette. Voilà. Pour ceux qui voudraient avoir quelques idées clés et en faire plutôt
un outil de communication aussi auprès de différents acteurs dans des salons ou auprès de décideurs. Donc voilà, ce nouveau format, il vise aussi justement à enrichir son accessibilité. C'est un enjeu important. Et donc, pour le faire, ce guide, on a mis un certain temps parce qu'il y a eu pas mal d'aléas. On a eu la crise sanitaire notamment, pas mal de modifications réglementaires. Et on a souhaité aussi associer un maximum d'acteurs. Et donc, la prise en compte de toutes les remontées, plus de 50 contributeurs, ça a aussi nécessité un certain temps. Donc, on est très heureux qu'il soit enfin publié. Il comprend une partie commune, en fait, socle, que je vais vous décrire. Oui, tu peux passer la partie 1, mais qui est pour moi une partie un peu commune aux autres, que je vais vous décrire sur vraiment la partie considération sociale au sens large, présentée comme un levier, évidemment, de l'économie sociale et solidaire. Et puis, 3 autres parties. La partie cœur est la plus importante sur l'insertion des publics éloignés de l'emploi. La partie nouvelle, promotion de l'égalité femmes-hommes, et la partie mise à jour, qui est la partie achat public issu du commerce équitable, qui est la reprise d'un guide de 2012 qu'on a voulu intégrer aussi et mettre à jour. Alors, pour la partie un peu socle, là, je vais un petit peu insister, d'autant que votre après-midi, elle est aussi consacrée à l'économie sociale et solidaire. Donc là, l'importance pour nous, c'était à la fois de rappeler que, comme j'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir rendre les marchés plus qualitatifs en matière sociale, il faut avoir une meilleure lisibilité des cahiers des charges, faciliter l'accès à la commande publique, comme on le fait pour les TPE, PME, et encore plus pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Également, avoir une démarche globale sur les spaseurs Agenda 21, ça j'en ai déjà parlé. Donc ça, c'est des choses qu'on reprend évidemment dans le guide. Et puis, on a fait un petit focus sur les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Je n'y reviens pas puisque tout à l'heure, vous avez eu une présentation très intéressante sur ces acteurs, sur la loi de 2014. À la fois, donc, où les trouver. Donc, on a mis un lien. Et on a eu d'ailleurs, je crois, un retour, je ne sais plus de quelle CRES. On a mis un lien justement parce que pour nous, ça n'existait pas dans les guides pour pouvoir justement sourcer les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a mis un lien sur ess.org. Bah, si jamais il faut le compléter, on peut encore le faire, mais il faudrait nous le dire parce qu'on a prévu une petite modification demain. Mais a priori, je pense que ces liens doivent renvoyer vers le lien que vous avez montré tout à l'heure. Puisqu'effectivement, on fait bien la dissociation entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire au sens large, dont vous l'avez bien souligné, l'activité n'est pas limitée au social strict, mais c'est plus les valeurs que portent ces structures qui les définissent. Et donc, on l'a vraiment mis dans une partie dédiée au début, et on explique aussi les marchés réservés à l'économie sociale et solidaire, qu'on mélange souvent avec les autres marchés réservés qu'on a voulu mettre à part, qui connaissent des conditions un peu restrictives pour être utilisées, et ce qui explique aussi en partie le fait qu'on a peu de retours pratiques sur ce dispositif de marché réservé. Alors, on a en ce moment des échanges, y compris au niveau européen, sur la pertinence de ce dispositif. Qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ces enjeux-là? Donc voilà, si vous avez on a déjà eu quelques retours d'acteurs sur ce sujet-là, des propositions, des suggestions, vous pouvez prendre contact avec nous. Et on verra comment on peut organiser quelque chose avec la Commission européenne sur ce sujet. On peut faire déjà appel aussi via le réseau. N'hésitez pas à nous contacter. On peut recenser l'ensemble des propositions. Oui, voilà, c'est mieux si vous passez par les réseaux, parce qu'après, ça va être... ça vous fera gagner du temps. Et non, parce que ce matin, j'étais en intervention sur le sujet et ça a été interprété comme la Commission européenne va élargir le périmètre des marchés réservés. J'ai dit, non, je ne suis pas la Commission européenne, surtout attention à ce que je dis. Ne surinterprétez pas. Il y a des échanges, mais évidemment, il n'y a pas d'objectif aujourd'hui sur ce sujet-là. Mais il y a effectivement le constat de la volonté de nos acheteurs de réserver à des structures ESS et clairement... voilà, le cadre il est beaucoup trop strict et typiquement les départements par leur famille d'achat ne peuvent pas réserver parce qu'ils n'achètent pas les services qui sont, visés par le... Voilà. Le département qui s'est exprimé dans le chat hier là-dessus. Ouais. Donc, je l'ai en tête.
c'est un sujet que je n'avais pas forcément identifié. Donc oui, il y a des choses, vous pouvez nous... Mais par les réseaux, voilà, passer par les réseaux, c'est mieux. Avec plaisir. Voilà pour la partie socle, qui est commune aux autres parties. Et puis ensuite, donc, on va avoir des parties thématiques plus développées sur la partie notamment insertion historique. Hein. Donc, l'idée, ce n'était pas de réinventer, puisqu'il y avait déjà eu un travail de fond, de concertation avec tous les acteurs de l'insertion sur ces sujets-là. Donc, je le rappelle, le guide, il s'est fait en copilotage aussi avec le ministère du Travail, la DGEFP, la direction des achats de l'État. Hein. On a beaucoup d'échanges réguliers avec le ministère du Travail, puisque c'est un sujet qui est évidemment lié à l'emploi. Et donc, il y a aussi des éléments de précision où parfois on me demande, et je dis, mais ça, c'est une interprétation aussi du ministère du Travail. Nous, on n'est pas forcément compétent sur toute la partie emploi. Le guide, donc, il prévoit effectivement des éléments, des fiches de rappel. Il y a d'ailleurs des fiches sur les acteurs et puis des fiches sur les outils. Donc, la principale outil, en gros, c'est la clause et le marché réservé. Donc, on explique un peu justement, on rappelle les modalités justement pour utiliser ces clauses. Et là aussi, l'accompagnement des acteurs qui est important, ce n'est pas simplement un copier-coller, même si les clauses d'insertion dans les CCAG sont très précises, assez complètes, qu'on recommande de ne pas trop y déroger, on peut évidemment s'en inspirer pour aller plus loin, mais on a déjà quand même dans ces nouvelles clauses de CCAG 2021 énormément d'éléments pour pouvoir mettre en place une action d'insertion. Et puis, on peut effectivement aller un petit peu plus loin en demandant aux entreprises qui vont répondre d'aller plus loin que l'action via un critère. Hein. Donc, ça permet justement de challenger un petit peu les acteurs, après évidemment un sourcing, et après avoir été accompagné sur ce sujet-là. Donc, on encourage évidemment aussi, ça c'était un enjeu aussi de la mise à jour du guide, à diversifier le périmètre des clauses sociales. On a parlé des concessions, on parle aussi de diversifier sur les fournitures, sur la propriété intellectuelle. Donc, il y a énormément de retours. Et les acteurs, les facilitateurs notamment, sont de plus en plus mobilisés pour aller sur cet élargissement de périmètre. Tu peux passer au slide suivant. Donc, vous avez en fait, à travers ce guide aspects sociaux, aussi un outil d'accompagnement un peu plus fin sur les clauses de CCAG, puisque je crois que j'ai vu tout à l'heure passer la notice CCAG, si je ne me trompe pas. Oui, je l'ai mise sur le chat. Ouais. La notice CCAG, elle est très, très light en fait sur la partie sociale et pour cause, puisqu'en fait, il faudra peut-être que je leur demande de mettre un lien d'ailleurs sur le guide aspects sociaux, tu vois, je pense en même temps. C'est que c'est le guide aspects sociaux qui a vocation à accompagner justement les acteurs par rapport à ces clauses. C'est au moment des clauses CCAG, il n'y avait pas eu tout le travail du guide qui était finalisé. Et comme on ne voulait pas justement éviter des contradictions, si vous voulez vraiment utiliser les clauses CCAG, c'est dans le guide aspects sociaux que vous trouverez les éléments précis. À la fois sur les questions sur la liste des publics éligibles, donc quels sont les publics en insertion. On dit effectivement que de toute façon, même s'il y a une liste assez exhaustive, il y a toujours une marge de manœuvre qui est laissée à l'appréciation de l'acheteur en lien avec le facilitateur et les acteurs de l'emploi, pour pouvoir adapter quand même, parce qu'il ne faut pas être dans une trop grande rigidité. Néanmoins, c'était important d'avoir cette liste qui était déjà dans le guide précédent, mais qui a été forcément adaptée. Et puis également sur les modalités contractuelles, donc qui permettent justement de pouvoir avoir des personnes éligibles sous différents modes, y compris en recourant à des structures du handicap ou de l'insertion par l'activité économique qui peuvent mettre à disposition des personnes en insertion. Donc, on a aussi, voilà, les sujets ne sont pas fermés entre clause sociale et marché réservé. Ça, c'est important aussi de le rappeler. Voilà, donc ça, c'est la partie outils de mise en œuvre des CCAG qui est inclus dans le guide. Tu peux passer au slide suivant. Et qui donc va permettre à la fois d'avoir dans les clauses CCAG, et donc on retrouve dans le guide, la reconnaissance précise des missions de facilitateurs, des souplesses juridiques qui sont ancrées maintenant dans les clauses CCAG, c'est ce qu'on appelle la globalisation des heures d'insertion pour un même acheteur qui aurait plusieurs contrats
sur un même bassin d'emploi, donc à condition que tout ça ait été prévu en amont. Donc ça, c'est quand même une souplesse juridique assez importante, qui déroge un petit peu au droit classique qu'on a des contrats. Donc voilà, il faut savoir bien l'utiliser, mais bien rester dans le cadre quand même. Et puis également des clauses très précises sur le suivi de l'exécution. Donc on va avoir vraiment des clauses qui vont jusqu'à désigner les correspondants, organiser les réunions, les bilans à réaliser pour contrôler l'exécution, puisque c'est un sujet qui remontait. C'est que souvent, la clause sociale, s'il n'y avait pas des clauses de contrôle derrière, il était difficile de les faire exécuter. Les pénalités, avec le type même de pénalités qui sont prévues. Donc après, évidemment, il va falloir préciser en fait le montant de ces pénalités, mais on a quand même les principes qui sont inscrits. Et puis, je vous en parlais tout à l'heure par rapport à la crise sanitaire, comment on prend en compte les difficultés qui peuvent être rencontrées par une entreprise. Donc, on met en place un système de paliers pour favoriser le dialogue. Et puis, évidemment, en cas de difficultés économiques avérées, donc on explique ce que sont les difficultés économiques et comment les justifier, la suspension éventuelle, voire la suppression de la clause, mais ça, c'est vraiment le dernier stade, quand vraiment l'entreprise ne peut pas faire autrement. Mais l'objectif, c'est évidemment de maintenir le dispositif d'insertion le plus longtemps possible. Et puis, on traite un peu de la question du critère, tout en rappelant qu'un critère d'insertion seul est peu recommandé. Donc, on explique un petit peu pourquoi. On donne des exemples, on donne un niveau de pondération moyen, en fait, qui est environ à 10% et qui peut être évidemment adapté, bien sûr, suivant l'objet du marché. Et puis, on fait encore, comme dans la version précédente, un focus sur les marchés dits d'insertion et de qualification professionnelle, qui ne sont pas forcément non plus connus, qui sont plus minoritaires, mais qui sont aussi un levier d'insertion. Tu peux passer au slide suivant. Alors, voilà, donc je parlais de la clause, et l'autre levier, c'est évidemment, et ça, on ne l'a pas dans les clauses de CCAG, puisqu'il ne s'agit pas de clauses sociales au sens strict, les marchés réservés, qui donc sont à la fois la possibilité de réserver soit à des structures du handicap, soit à des structures concernant plutôt des personnes défavorisées, donc les structures d'insertion par l'activité économique, les SIAE. Alors, ça fait beaucoup de sigles, je sais que c'est un peu difficile. On a essayé à chaque fois que les gens puissent se repérer, soit effectivement depuis aussi la loi ASAP, de pouvoir, selon le choix de l'acheteur, décider de réserver aux deux types de structures. C'est important de faire là aussi le sourcing. Donc, pour faire le sourcing sur ces acteurs-là, il y a de plus en plus d'outils. Il y a la plateforme de l'inclusion, qui est un outil national qui a été développé, qui permet d'aller sourcer, mais vous avez aussi tous les réseaux GESAT, réseau UNEVA, les réseaux locaux, enfin énormément d'acteurs qui peuvent aider sur ce sourcing-là, de façon à pouvoir avoir une réservation la plus adéquate possible, et bien sûr avec un allotissement le plus fin possible également. On a un petit sujet, je pense, qui va un petit peu faire débat, et je l'ai vu hier dans les réactions sur la question des équivalences, parce que le texte à l'époque sur les réservations, pour se mettre en conformité avec le droit européen, avait prévu de pouvoir reconnaître, au-delà des structures désignées expressément, des structures équivalentes. Donc, on rappelle les critères pour reconnaître une structure équivalente. On donne quelques exemples, et surtout, on insiste sur le fait que cette équivalence, à part pour les structures qui seraient pas françaises, doivent être quand même strictement reconnues, et on a fait encore appel au ministère du Travail pour apporter une expertise. Donc, attention, quand on parle d'équivalence, il y a des conditions derrière. Donc, ce qu'on vous a mis là, il ne faut pas le prendre comme ça, il faut aller regarder le guide. Il y a vraiment, pour toutes ces structures qui sont des nouvelles structures, parfois expérimentales, des conditions pour pouvoir bénéficier de cette équivalence. Voilà. Mais pour nous, c'était important ouvrir à ces structures, parce que le code, il ne prend pas forcément en compte des solutions expérimentales. Tu peux passer au slide suivant. Donc voilà, ça c'était la grosse partie insertion. Et puis donc une nouvelle partie dédiée à l'égalité femmes-hommes. Donc c'est une partie plus restreinte aussi, parce que c'est un sujet nouveau sur lequel les retours pratiques, il y en a, mais il va falloir sans doute qu'il y en ait d'autres. C'est un sujet aussi
qui nécessitent une plus grande vigilance sur le plan juridique. Donc, on y revient aussi dans le guide, de façon à pouvoir à la fois concilier le droit européen, le droit français, et donc rester vraiment sécuriser l'acheteur, puisqu'on est aussi la DAJ sur ce sujet, sur lequel il y a des choses à faire, mais attention, on met quand même, on met en avant quand même l'importance de respecter notamment l'absence de prise en compte de la politique globale de l'entreprise et également les interdictions de discrimination à l'embauche. Ça, c'est un rappel du cadre. Après, il y a des possibilités de pouvoir agir sur ce sujet. Et on rappelle aussi que les collectivités territoriales ont des obligations depuis aussi 2014, mais cette fois-ci, c'est la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, et des actions à conduire. Et donc, c'est aussi l'occasion, en faisant un point sur ces obligations, de pouvoir les croiser avec des SPASER, comme ça s'est fait aussi sur certaines collectivités de votre territoire, de pouvoir intégrer ces objectifs d'égalité femmes-hommes dans le levier qui est la commande publique, mais parmi évidemment d'autres leviers. On fait aussi une petite précision sur les interdictions de surmissionner, pour lesquelles il y a certains leviers, mais malheureusement, on a pu constater qu'il était difficile de pouvoir récupérer certaines preuves, puisque les textes ne prévoient pas qu'on puisse exiger certaines preuves. Donc, on reste quand même sur des déclarations sur l'honneur. Donc là, il y aura peut-être un petit sujet d'évolution à prévoir, je ne sais pas, ou peut-être dans un autre cadre au niveau du ministère du droit du travail, parce que ce levier est difficilement, on va dire, exploitable, d'autant qu'il fait partie aussi des objectifs de la loi de 2014 sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Donc je pense que là, ça va peut-être ouvrir aussi des discussions, des réflexions. J'en profite aussi pour dire qu'il y a un petit focus dans cette partie sur le lien entre égalité femmes-hommes et économie sociale et solidaire. Donc, j'invite les chambres régionales à aller voir et nous faire un petit retour, puisqu'il y a eu des rapports sur le sujet. Et un peu comme dans le domaine de l'insertion, on a effectivement bien conscience que souvent, le public féminin est souvent le public un peu plus précaire pour plein de raisons qu'on connaît. Et donc, il y a encore des efforts en fait à mener pour que cette égalité femmes-hommes, elle soit aussi présente dans ces secteurs-là. Voilà, donc je vous invite à aller voir cette partie pour ceux qui ne la connaissent pas sur ces sujets d'économie sociale et solidaire et d'égalité femmes-hommes. Sur cette partie égalité femmes-hommes, donc on a justement voulu explorer pas seulement la question des conditions de travail, qui est un sujet important, mais qui était aussi limité par rapport aux principes dont je vous ai parlé. Donc, on donne des exemples de ce qu'on peut faire en matière de clauses ou de critères pour les conditions de travail, sachant qu'à chaque fois, il faut bien être conscient que ce qu'on demande, c'est bien en lien avec l'exécution des prestations sur l'ensemble du cycle de vie, mais il ne s'agit pas de dire à une entreprise qu'elle va devoir mettre en place une politique pour l'égalité femmes-hommes. Ça, évidemment, on le rappelle, ce n'est pas possible. Par contre, elle peut faire des choses pour les personnes qui vont être sollicitées pour l'exécution des prestations. Et donc, là aussi, un travail amont de réflexion, de sourcing pour voir si c'est effectivement adapté au marché. Et puis, la nouveauté aussi pour nous, où on a pu trouver quelques exemples intéressants, c'est travailler sur l'approche aussi genrée de l'objet des marchés. C'est-à-dire des sujets tels que la lutte contre les stéréotypes, qui est un sujet porté au niveau gouvernemental, au niveau européen également, et qui permet d'avoir des leviers à travers les marchés publics dans des domaines auxquels on ne pensait pas nécessairement. Donc, on donne quelques illustrations, je vous invite à aller voir. Certains, d'ailleurs, je crois, viennent aussi de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis également le lien entre insertion des personnes éloignées de l'emploi et égalité femmes-hommes, de façon à ce que le secteur de l'insertion qui fait l'objet d'une progression en termes de part des femmes, ça a été dit aussi dans un autre webinaire ce matin, puisse encore plus bénéficier aussi à l'égalité femmes-hommes, et ce qui sous-entend aussi de bien sûr travailler sur les secteurs d'activité traditionnels où il y a de l'insertion,
mais aussi de diversifier les contrats. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure sur la diversification des secteurs en propriété intellectuelle, en fourniture, ça a aussi un impact sur l'insertion des femmes éloignées de l'emploi. Mais on peut aussi travailler sur l'égalité femmes-hommes et sur la question aussi de secteurs où il y aurait peut-être nécessité de rééquilibrer avec plus d'hommes. Enfin, c'est aussi dans les deux sens que la question peut se poser. Et puis, vous avez une petite image qui est un petit clin d'œil que Jeanne a trouvé sur justement un sujet important pour la lutte contre les stéréotypes, qui est la question justement des campagnes de communication qui font l'objet de marchés publics et dans lequel justement on porte des messages forts en tant qu'acheteur, donc on a une responsabilité forte. Donc là aussi, sur les marchés de communication, il y a peut-être à regarder un petit peu différemment à la fois ce qu'on exige des prestataires et ce qu'ils nous livrent sur ces sujets-là. Mais on voit quand même que ça évolue plutôt positivement, donc voilà, c'est plutôt en bonne voie. Tu peux passer au slide suivant. Donc la dernière partie sur le commerce équitable, qui donc était au départ une mise à jour essentiellement pour tenir compte de aussi la loi de 2014 économie sociale et solidaire qui portait sur les achats équitables et qui avait pour intérêt de pouvoir élargir en fait la question des achats équitables qui historiquement ont été créés pour favoriser les relations entre pays développés et pays en voie de développement, donc pays dits du Sud, pour un commerce plus éthique avec certains principes et qui depuis 2014 peut aussi concerner des producteurs qu'on dit Nord-Nord, c'est-à-dire des producteurs locaux, français, européens, occidentaux, bien sûr sous réserve de certaines conditions. Il y a eu entre-temps des modifications sur l'aspect équitable dans la loi climat et résilience qui ont renforcé aussi la dimension environnementale qui était déjà présente dans les principes sous-jacents du commerce équitable, mais qui là est véritablement ancrée et qui a aussi conduit à la modification de la loi sur la restauration collective Egalim, donc devenue Egalim 2, puisque le commerce équitable fait partie des possibilités proposées pour répondre aux 50% de produits de qualité. Et je sais que vous y travaillez aussi sur le territoire. Donc ça, il y avait à la fois des éléments d'actualité juridique, de mise en avant effectivement d'exemples, et puis également de rassurer les acheteurs aussi sur comment l'utilisation des labels, parce que ça, c'est un sujet qui revient souvent sur les labels de commerce équitable, qui sont un outil vraiment important pour les acheteurs, puisqu'ils facilitent quand même la reconnaissance des achats équitables. Et donc, on a aussi dans la loi climat et résilience la perspective d'une reconnaissance publique des labels qui resteront des labels privés, mais avec une reconnaissance publique par la plateforme RSE. Et on donne évidemment dans cette période transitoire des recommandations sur que fait-on avant cette reconnaissance, que fait-on après, comment gère-t-on les équivalences, de façon à ce que l'acheteur puisse soit continuer sereinement à pouvoir acheter équitable, bien sûr en s'appuyant sur des labels indépendants, soit pouvoir se lancer sur cette démarche, peut-être sur des nouveaux produits. Je crois qu'on en parle dans le slide suivant d'ailleurs, tu peux passer. Voilà, des nouveaux produits, les produits traditionnels qu'on connaît, café, chocolat, riz, thé, mais aussi banane, mais aussi maintenant sur des produits tels que des produits laitiers, où il y a des acteurs qui donc sont reconnus équitables. Donc là, il y a aussi potentiellement un enjeu important pour la restauration collective, de faire une restauration collective plus environnementalement plus responsable, qualitativement, mais aussi socialement plus responsable. Et donc, le commerce équitable peut être un de ces leviers aussi. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de la présentation. Vous avez quelques liens. On pourrait, voilà, nous, évidemment, sur les pages de la DAJ où on présente les achats responsables et les aspects sociaux, on renvoie vers des liens nationaux. Mais sur ces liens, vous trouvez bien sûr après les démarches régionales. Il y a aussi à savoir un guide socialement responsable qui a été produit par la Commission européenne, qui est très intéressant et qui est disponible en français, que je vous invite à aller voir. Et je le disais hier, un récent guide
aussi au niveau ONU qui vient nous être envoyé, mais en anglais, sur les questions d'inclusion et d'accès des entreprises, d'après ce que j'ai pu voir. Donc voilà, ce sera intéressant de pouvoir aussi voir ce qui se passe chez nos voisins sur ces sujets-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Flora pour cette présentation très complète du guide. Donc, vous avez les liens. Je vous ai aussi envoyé les liens vers les fiches. Voilà, vous retrouverez tous les documents. Ne pas hésiter aussi à le faire connaître en interne via vos réseaux d'acheteurs et autres. On prend les questions. Est-ce que vous avez des questions? On a la direction des affaires juridiques avec nous, alors il faut en profiter. Vous pouvez rallumer vos caméras si vous le souhaitez et prendre la parole. Je sais que Guillaume a une question. Je ne sais pas s'il ose la poser maintenant. Si on le fait, on attend un autre moment peut-être. Oui, j'avais une question. C'est ça? Oui, d'accord, ok. Alors oui, effectivement, pardon, au-delà du sujet marché réservé ESS, la question qu'on se posait, mais je crois qu'elle a déjà été un petit peu posée à la DAJ sans forcément avoir une réponse directe, c'est de savoir, pour justement réussir à favoriser les groupements ESS, savoir si sur un marché réservé SIAE, par exemple, étant donné que la demande, c'est d'avoir 50% des effectifs de personnes qui sont éloignées de l'emploi, est-ce que c'est les effectifs qui peuvent être calculés sur du cumul d'effectifs? Admettons une structure d'insertion qui a 100% de ces personnes en situation d'éloignement de l'emploi et une structure ESS classique qui n'en a pas, donc on est à 50 avec les deux. Est-ce qu'elles peuvent se positionner en co-traitance sur un marché réservé IAE ou pas, par exemple? Ça va vraiment être la nature de la structure. Si l'acheteur a fléché en disant je veux réserver que au SIAE, il ne pourra pas y avoir de co-traitance avec une autre structure qu'une SIAE. Oui. Si par contre il a fléché en disant j'ouvre la concurrence au SIAE et au secteur du handicap, à ce moment-là, on peut avoir des groupements avec ces structures-là. Mais voilà, c'est un autre sujet. On est plus aujourd'hui dans de la concurrence que du groupement, malheureusement. Mais non, c'était d'essayer de trouver un moyen juridique nous permettant justement de créer des consortiums ESS pour répondre à certains marchés et permettre aux donneurs d'ordre de flécher par ce biais-là et d'éviter d'avoir une concurrence après par ailleurs via les prix, quoi. Pour répondre à ce que dit Guillaume et compléter ce qu'a dit Flora, la problématique, nous, ça se pose assez régulièrement, c'est que si vous voulez réserver un marché, il faut que la structure d'insertion par l'activité économique justifie d'un agrément de l'État, donc d'aide au poste, etc., avec un conventionnement. Donc aujourd'hui, effectivement, vous allez avoir la SIAE qui va avoir l'agrément obligatoirement pour bénéficier et être éligible au marché réservé. Toutefois, la structure ESS n'ayant pas de conventionnement et d'agrément de l'État, elle ne peut pas bénéficier en fait du marché réservé. C'est pour ça qu'en co-traitance, juridiquement, ce n'est pas possible, il me semble. Oui, si elle n'est pas SIAE pour le coup et que le marché a été fléché. C'est pour ça que dans ces cas-là, le sourcing, il est important parce que ça peut être aussi l'occasion pour l'acheteur de se dire que le marché réservé, ce n'est pas la panacée, quoi. Je veux dire, on en avait déjà discuté avec certains acteurs, même de l'insertion. Il y a certaines SIAE qui nous disaient, mais moi, je réponds sur des marchés classiques. Donc, le marché réservé, c'est un levier. Mais encore une fois, ça va dépendre aussi du sourcing et il ne faut pas rester figé sur ce dispositif s'il n'est pas forcément adapté pour mettre en place des montages innovants. Mais ça, effectivement, ça nécessite que l'acheteur ait fait le travail amont. Voilà, c'est un peu la difficulté. Merci Flora. Il y a Marie de Valoraison qui avait rallumé sa caméra. Ah ben elle l'a éteinte. Elle allume. Vous aviez toute une question? Non, on n'a pas de questions. Merci. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques avant de passer sur la prochaine, le retour d'expérience à deux voix de Mustapha et Guillaume? Voilà, là, tu vois, Flora, tu as été complètement exhaustive dans la présentation du guide, c'était très clair. Ou assommer les gens après manger, il y a plein de possibilités. Et puis, on te ressollicitera. J'ai l'impression de faire la tournée.
promotion. Si seulement c'était pour. Non, c'est bien. On sollicitera certainement la DSJ sur, voilà, on aime bien vous faire venir aussi sur nos événements en physique, pas que en visio. Donc, on espère qu'on aura Maintenant, vous avez dans Jeanne et l'année. Morgane qui sont à fond sur le sujet, qui peuvent aussi voilà, se mobiliser pour ces Ok. sujets. On n'hésite pas à vous solliciter pour des retours pratiques, comme on le fait souvent, en mode TTU, en mode on va organiser un événement, mais finalement non. Ça, je crois que je l'ai fait à peu près à tous les territoires de France. Parce qu'effectivement, même sur le guide aspects sociaux, on aurait bien aimé faire une grosse réunion avec tous les contributeurs ou voilà, une grosse fête. On n'a pas pu, mais on ne sait jamais. Il y aura peut-être des opportunités. Merci, Voilà. c'est gentil. Merci à vous Bon. en tout cas pour vos contributions. Merci Flora. Et bien là, du coup, on apporte sur un plateau un beau retour d'expérience. Guillaume et Mustapha, je vous donne la main pour nous partager les travaux communs que vous avez pu mener ces derniers temps. Super, je ne sais pas si c'est c'est toi, Maëlys, qui partage la présentation. Je te remercie. Mustapha, je te laisse Oui, commencer à introduire sur ouais. la genèse. La genèse, un peu l'historique. Donc, très tôt, Bordeaux Métropole, à l'époque, la Cube, a mis en place une politique achat responsable où, effectivement, on avait assigné des objectifs en termes de clauses d'insertion, mais aussi de développer l'accès à la commande publique des structures d'insertion par l'activité économique, des associations intermédiaires, des ACI, qui étaient disponibles sur notre territoire, mais qui avaient beaucoup de mal à accéder à la commande publique. Sauf que la période 2006-2016 était assez compliquée pour nous pour pouvoir. Il n'y avait pas les outils juridiques. On ne pouvait pas réserver de marché, à part pour les entreprises adaptées où on avait le fameux article 15. Mais pour les structures d'insertion par l'activité économique, c'était très compliqué. À part le marché d'insertion, où on a pu, sur certaines opérations, faire un marché d'insertion. La Cube, à l'époque, n'avait pas de compétences sociales particulières. C'était difficile pour nous de justifier. On a quand même accompagné la conciergerie solidaire avec un marché d'insertion. Toutefois, c'était compliqué pour nous de faire accéder ces structures sans avoir des recours du champ classique, des entreprises classiques qui pouvaient déposer un recours parce qu'on avait attribué un marché à une structure d'insertion par l'activité économique. Donc, dans un premier temps, on a travaillé avec l'ancêtre d'INAE qui s'appelle le GARI, c'est la même chose, groupement Aquitain pour le réseau pour l'insertion par l'activité économique. On a essayé de monter des formations pour les aider à accéder à la commande publique classique. Toutefois, c'était assez compliqué. Donc, petit à petit, on s'est orienté et heureusement que le code a évolué. À partir de 2016, avec les marchés réservés, mais aussi avec la mutualisation issue de la loi NOTRe, notamment la création de services communs, on a récupéré en fait la commande publique de plusieurs communes et dans ce cadre-là, on a pu effectuer en fait mettre en œuvre des marchés réservés importants sur le territoire et on a travaillé en collaboration notamment avec INAE pour justement constituer des groupements pour répondre à ces nouveaux marchés qui étaient métropolitains et dans notre enjeu. Voilà, donc effectivement, ce travail, on l'a mené avec, entre autres, Guillaume et ses prédécesseurs. C'était l'objectif, c'était de constituer des groupements, il va vous en dire davantage, pour essayer de dimensionner des groupements pour répondre à cette nouvelle commande publique sur tous les territoires de la métropole. Donc, je laisse la parole à Guillaume. Oui, sans vouloir redire ce que tu étais en train de dire, pour nous, effectivement, c'était un gros avantage. Alors déjà, un levier important pour accéder à la commande publique, qui est pour un certain nombre de structures sur certains secteurs d'activité notamment, la principale ressource liée au chiffre d'affaires en complément des subventions dont elles peuvent bénéficier pour l'accompagnement spécifique qu'elles mènent. Et c'était aussi un moyen à la fois de créer du lien entre ces structures, donc de la solidarité territoriale, mais aussi un moyen de pouvoir accéder à certains marchés. On le disait par exemple sur le webinaire de ce matin avec l'intervention des coteaux. Parfois, pour se positionner sur un marché, il est nécessaire d'investir sur du matériel.
Donc, cette logique de groupement permet aussi de mutualiser des moyens matériels et des moyens humains, de créer ainsi de fait cette logique de coopération que nous, on essaie d'encourager, de pousser au sein du réseau et de solidarité entre les structures, qui, plus est un avantage en fait, à notre sens pour la collectivité, dans le sens où elle rassure, la collectivité sur la capacité des structures à réaliser la prestation. Et si une structure a un coût, un carnet de commandes un petit peu trop chargé, c'est une autre structure qui peut venir en renfort avec une homogénéisation de la qualité des prestations, du travail en commun également sur la logique de parcours et d'accompagnement. C'est ce que permettent aussi ces logiques de groupement, de les faire se rapprocher sur leur métier premier. Comme le disait, également justement, Mustapha tout à l'heure, ça permet d'accompagner à un meilleur maillage territorial puisque, une grande partie des structures d'insertion, très souvent dans leur conventionnement, sont territorialisées. Et donc le fait de mettre en place ces groupements, ça permettait de bien travailler cette logique de maillage territorial et en même temps d'avoir un côté facilitant pour le donneur d'ordre puisque ça nous permettait d'avoir un seul interlocuteur, tant d'un point de vue administratif, le mandataire, que d'un point de vue technique, d'avoir des coordinateurs et des relais au sein des structures pour diffuser ensuite, à l'ensemble de celles-ci. Et donc, pour le coup, nous, notre rôle, d'Interréseau, ça a été, dans le cadre d'une convention qu'on a avec Bordeaux Métropole, de pouvoir justement identifier les structures qui sont intéressées dans un premier temps, faire ce travail préparatoire comme on va le voir là sur les 2 exemples qu'on va vous donner en suivant, avec la collectivité pour ajuster le cahier des charges aux réalités de terrain, et puis pour être sûr aussi de pouvoir satisfaire la prestation puisque on a un principe, avec Bordeaux Métropole qui est de dire, nous on accepte d'y aller, mais qu'à la condition, qu'on soit sûr de bien réaliser cette prestation et de pouvoir répondre effectivement au marché. Surtout éviter les loupés qui pourraient, ensuite, démotiver les différentes directions acheteuses et cetera. Donc faire ce travail, je dirais en amont. Moi, j'ai un rôle aussi, de pouvoir les faire monter en compétences, comme je le disais tout à l'heure, sur la commande publique et d'accompagner, de coordonner une réponse en groupement, tant d'un point de vue technique sur les prestations que tarifaires, et de pouvoir, faciliter également, cette exécution en groupement qui est pas toujours simple, et donc sur lesquels on essaie d'être facilitant et de les accompagner là-dedans. Et du coup, ça sera peut-être plus parlant encore, Ouais, avec les 2 exemples de marchés c'est suivants. ça. Alors effectivement, on va vous parler de 2 marchés qui sont pour moi un peu symboliques de ce qui peut être fait avec un groupement d'entreprises de l'insertion sur le territoire. C'est l'entretien et le nettoyage des ouvrages d'art métropolitains. Alors, il existait un marché qui était confié à une entreprise qui faisait tout ce qui est joint de chaussée et en complément, elle faisait aussi le nettoyage des ouvrages d'art. On en a 600 sur le territoire. Toutefois, mes collègues ingénieurs m'indiquent rapidement que ce marché, au bout de 4 ans, il n'est pas satisfaisant sur la partie, notamment nettoyage des ouvrages d'art et petit entretien. On s'aperçoit que le prestataire qui est spécialisé dans le joint de dilatation des ponts, l'entretien des ouvrages d'art, ce n'est pas son métier, ce n'est pas son cœur de métier. Donc, j'ai proposé en interne à mon collègue de tenter un groupement et d'extraire une partie de cette prestation du marché initial et d'en faire un marché spécifique réservé aux structures d'insertion par l'activité économique. Et c'est comme ça qu'on a travaillé avec INAE, avec les ingénieurs en interne, avec les structures qui souhaitaient répondre. On s'est transporté sur un ouvrage d'art pour voir à quoi correspondait le travail à réaliser, notamment l'entretien, mais aussi aller au-delà de simple entretien, notamment l'entretien des joints de dilatation par soufflage. Donc, on a vu qu'il y avait des possibilités d'aller au-delà du simple entretien et d'aménagement paysager. Cette opération technique de soufflage, c'est du gagnant-gagnant pour nous, puisque en même temps que la structure va réaliser sa prestation, elle va faire aussi l'entretien de ces joints qui permettent à la collectivité de pérenniser le pont dans la durée. Donc, il y a aussi un avantage économique pour nous à faire ce travail par les structures d'insertion qui vont intervenir pour faire l'entretien paysager du pont. Donc, voilà un exemple concret de ce qu'on a pu faire avec la structure d'insertion, sachant qu'en plus, la prestation va être faite maintenant régulièrement, mais aussi
dans la durée. On a donné aussi de la lisibilité aux structures puisque c'est un marché de 4 ans. Donc, les entreprises peuvent investir dans le temps, peuvent investir dans du matériel, dans des équipes pour pouvoir mutualiser leur matériel et leurs équipes d'intervention. Voilà. Et ce qui pour nous est très intéressant parce que, comme le disait Mustapha, c'est un marché qui reste stratégique pour la collectivité, plus de 600 ouvrages d'art sur la métropole, avec en plus des technicités sur certains ponts qui sont assez élevées. Donc, ce qui nous permet aussi de pouvoir faire monter en compétences techniquement certaines structures, en sachant que nous, le parti pris aujourd'hui au sein du réseau, c'est de proposer à l'ensemble des structures qui sont intéressées de pouvoir y participer, et donc nous de les accompagner au-delà de la validation technique, sur la validation plus opérationnelle, c'est-à-dire quelle structuration et organisation des groupements. Donc là, très concrètement, en l'occurrence, il y avait plusieurs lots par découpage territorial. Et ce sont des ateliers chantiers d'insertion, ACI, et entreprises d'insertion, EI, qui ont répondu en tant que mandataires, puisqu'elles réalisent effectivement des prestations. Et on a pu également permettre aux associations intermédiaires et entreprises de travail temporaire d'insertion, donc elles qui mettent plutôt à disposition du personnel, mais qui n'ont pas de matériel, de pouvoir positionner des publics en renfort au sein des ACI-EI qui intervenaient, et donc de faire monter en compétences, de travailler sur des logiques de parcours aussi entre les différents dispositifs IAE qui existent sur le territoire. Et puis, il faut quand même le noter, c'est économiquement un marché qui est hyper important pour les structures, qui permet en plus d'avoir de la visibilité, ce qui n'est pas toujours facile pour elles à moyen long terme. Et encore une fois, avec cette logique de groupement, de pouvoir partager le gâteau de la commande publique, ce qui est quand même essentiel puisque l'une des motivations de l'achat responsable, c'est d'abord de soutenir l'insertion et l'activité d'accompagnement de l'insertion par activité économique. Donc ça permet aussi de diffuser ce levier-là à l'ensemble des structures qui interviennent sur le secteur d'activité. Donc voilà concrètement sur un marché qui aurait pu paraître un peu énorme pour une ou deux structures de se positionner, comment, alors avec un écosystème qui est quand même assez vivant sur Bordeaux Métropole, faut être honnête, il n'est pas aussi vivant partout, mais ça nous permet de nous positionner sur ce type de très gros marché. Donc, il faut dire aussi qu'on est arrivé à maturité puisque depuis 2016, on a déjà pas mal de marchés réservés avec les structures du territoire. Elles sont les services opérationnels, elles se sont acculturés, ont pris l'habitude de travailler avec les structures, elles leur font confiance. Moi, l'objectif que j'avais assigné aux structures d'insertion, c'est de ne pas se louper parce que si on veut conserver les marchés à long terme, il faut que la prestation soit irréprochable, sachant qu'on confie souvent des missions de service public comme de l'entretien, de la propreté sur voirie. Donc, effectivement, il fallait prouver, faire ses preuves. Et là, aujourd'hui, les structures sur le territoire se sont professionnalisées, ont mutualisé leur matériel et sont en capacité de répondre à des marchés aussi importants que ça. 600 ouvrages d'art avec des ouvrages sur rocade, avec du travail de nuit. Donc, il y a quand même du montée en compétences très importante pour ces structures et une professionnalisation qui permettent de répondre aux donneurs d'ordre du territoire. Et du coup, on voulait vous parler d'un autre exemple également. Alors là, où la métropole a pu utiliser un autre levier commande publique qui est l'achat innovant. Tout à fait. Donc on avait une opération qui était prévue dans le cadre de notre plan déchets au niveau Bordeaux Métropole. C'est le broyage, la valorisation des déchets verts. L'objectif étant de réduire à la source en fait la matière première en faisant par exemple du broyage en porte-à-porte directement chez le particulier. Pour faire du broyage et lui donner le résultat du broyat pour qu'il le réimplante dans son compost, par exemple. Donc, on a pu utiliser donc le décret achat innovant en utilisant une innovation sociale et environnementale, une innovation un peu de rupture, qui nous a permis de confier ça à une structure d'insertion via le décret de Noël et d'expérimenter sur une année ce dispositif qui aujourd'hui, au terme du bilan, s'est avéré positif. Et plutôt que de le remettre sur le secteur concurrentiel classique, on a choisi, parce qu'on avait des entreprises capables de faire, de réserver ces marchés. On travaille aujourd'hui à la constitution d'un groupement avec Guillaume pour justement répondre à ce marché qui est assez technique au final, parce qu'il faut investir dans des broyeurs parfois à grande capacité, mais aussi petite capacité pour aller en porte-à-porte chez le particulier. Donc, c'est un marché qu'on est en train de constituer actuellement et on travaille
avec INAE et l'entreprise qui était titulaire de l'achat expérimental et qui va constituer un groupement pour pouvoir répondre à ce marché réservé. Et c'est là où on voit tout l'intérêt de pouvoir avoir des logiques de marché à moyen terme, 3-4 ans, pour permettre aux structures, alors là en l'occurrence IAE, mais plus globalement ESS, mais c'est vrai aussi pour des TPE, PME, de pouvoir investir sur du matériel en se positionnant pour se positionner sur un marché. Alors on a fait intervenir justement l'entreprise ce matin sur le webinaire qu'on avait avec les structures ESS, avec un petit peu deux idées derrière. C'était de pouvoir montrer aux acteurs comment aller se saisir de cette commande publique. Et l'un des premiers leviers, c'était de pouvoir communiquer justement sur les nouvelles activités qu'elle développait. Là, en l'occurrence, le retour que nous faisait David Jaffray des coteaux, donc la structure d'insertion en question, c'était qu'ils avaient pu effectivement, en échangeant avec les collectivités, vous présenter qu'ils avaient investi dans des broyeurs, que vous, ça correspondait au bon moment à un besoin qu'il fallait investir et que vous souhaitiez investir pour proposer aux habitants avec un broyage à domicile en porte-à-porte, des broyages sur déchetterie, etc. Donc il y avait vraiment l'idée de dire, ben voilà, comment on peut construire une nouvelle offre de service sur le territoire, un nouveau service public finalement, à destination des habitants. Et le second levier, c'était de pouvoir travailler sur une logique de co-développement. Donc là, plutôt pour une activité qui n'est pas encore existante, mais c'est là où souvent les structures de l'ESS arrivent à montrer leur force, de pouvoir identifier un besoin ou une obligation. On pense notamment à tout ce qui se passe autour de la loi AGEC, une obligation qui pèse sur la collectivité, de voir comment ces structures-là peuvent développer une activité pour répondre à ce besoin et en lui confiant, par le biais des outils dont on a parlé tout à l'heure, un marché réservé, un marché innovant, etc., de pouvoir tester avec elle la réalisation de ce marché et co-construire ensuite la prestation, le cadre technique dans lequel c'est fait, et en plus en ayant un impact souvent très positif sur la partie environnementale, sociale, etc. Et donc ces marchés-là nous permettent de le faire aujourd'hui très concrètement. Je ne sais pas si vous aviez des questions ou des retours, des C'est des remarques questions. par rapport à ces marchés ou à la façon dont on a souhaité travailler, puisqu'après, c'est vrai que on fonctionne un petit peu différemment peut-être que certains réseaux. Je sais qu'il y a d'autres réseaux, par exemple du secteur euh, protégé et adapté, qui n'ont pas forcément cette logique de groupement et où des structures entre elles peuvent rentrer en concurrence. Nous, on a beaucoup échangé avec certaines collectivités. Aujourd'hui, notre façon de voir et de porter les structures, c'est plutôt de leur dire coopérez, répondez ensemble en groupement que répondez les uns contre les autres. Mais voilà ce que ça nous amène derrière en termes d'impact territorial. Et pour vous donner un peu un chiffre d'affaires qui est réalisé, puisque nous, on fait des bilans annuels dans le cadre de notre SPASER, sur l'année 2021, ce qui a été le chiffre d'affaires réalisé par les structures d'insertion par l'activité économique et les entreprises adaptées, c'est à peu près entre 5 et 6 millions d'euros payés en 2021, puisque nous, on a les statistiques qui sortent de nos outils financiers qui ont été payés à ces structures. Donc, vous voyez, on monte petit à petit dans le déploiement de ces marchés réservés à l'attention des structures de notre territoire. Voilà, donc c'est possible de le faire. Effectivement, il faut être aussi accompagné. Nous, on a la chance d'avoir sur le territoire INAE, avec qui on travaille, on coopère depuis des années, ce qui nous permet aussi d'avoir tout le panel de structures d'insertion par l'activité économique pour valoriser justement leur expertise, leur expérience et nous apporter et à répondre à nos besoins, surtout sur certaines familles d'achat. Merci à tous deux pour cette belle présentation pour retour d'expérience. Alors moi, c'est plus une question qu'on a souvent dans les réseaux pour Mustapha, c'est oui. Les documents que vous avez pu créer sur déjà comment on a analysé. Alors, il y a plein de choses. Il y a déjà, est-ce que les pièces de marché peuvent être partagées peut-être au sein du réseau? Peut-être que je vais solliciter parce qu'on a eu une demande ce matin en réalité. Alors, le marché, alors le deuxième marché sur le broyage, on finalise la rédaction, il va partir en publicité dès mi-octobre, pour Maxi, mi-octobre. Donc, on va regarder. Donc celui-là, il sera disponible. On peut vous communiquer par contre l'achat innovant qu'on a fait avec les coteaux de Garonne qui ont eu le marché.
avec qui on a traité sur ce marché-là. Celui-là, il n'y a pas de souci. Et par contre, celui sur les ouvrages d'art, il est en exécution, il n'y a pas de souci. On peut vous le communiquer et le communiquer à l'ensemble des… Merci beaucoup. Donc, tu nous envoies ça et puis nous, Ouais. on recense et on Pas de enverra souci. si besoin auprès des personnes intéressées. Ok, eh ben, est-ce que on peut peut-être arrêter le visuel et rallumer les caméras pour ceux qui sont encore qui sont volontaires. Et peut-être, alors peut-être tu peux, si on peut arrêter là l'enregistrement et passer sur un temps d'échange ouvert, parce qu'on n'a pas de questions posées dans le chat pour les personnes qui ne veulent pas se montrer sur